Dernier numéro de cette semaine, heureuse de la terminer en votre compagnie. Bonjour à vous et bienvenue. Nous avons tous été bercés par des bandes ou dessins animés, des films d'animation que les enfants aiment mais qui nécessitent tout un travail en amont. Herman et son invité nous amènent ce midi dans l'univers des films d'animation au Bénin. Et puis, d'une animation à une autre, Miss Touche à tout a essayé pour nous la réalité virtuelle. Nous la verrons surfer dans le monde imaginaire. Et pour finir, nous ferons du body painting. Et donc, préparez vos pinceaux. Bonjour à vous et bienvenue à nouveau. Alors, Art Déco, ce midi, nous amène dans l'univers des dessins animés, des bandes animées au Bénin. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver comme toujours sur le rendez-vous de midi. Alors, les Simpsons, Alice au Pays des Merveilles, Kirikou, Olive et Tom, Naruto, Dragon Ball Z, Tom et Jerry, il y a quoi encore? Tom Sawyer, Blanche-Neige. Il y en a tellement. Robin des Bois. Robin des Bois. On en a tellement regardé qu'aujourd'hui, on se demande mais comment on en arrive à transposer une réalité sur papier à la réalité virtuelle, c'est-à-dire en film d'animation. Tellement de comment ils arrivent, comment ils créent les personnages, comment ils arrivent à les faire mouvoir, comment. Beaucoup de comment auxquels on trouvera aujourd'hui des réponses avec notre invité Odilon Assou. Bonjour. Bonjour Herman, bonjour Mylène, bonjour téléspectateurs. Odilon Assou est scénariste et réalisateur de films d'animation. Il en a créé des personnages, on le verra tout à l'heure. Mais alors, Odilon, dites-nous, c'est quoi d'abord un film d'animation? Alors, un film d'animation, c'est un film dans lequel on voit des personnages qui sont des dessins à qui on insuffle la vie. On les voit prendre forme dans un univers, on les voit mener des actions, on les voit interagir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des dessins à la base, dessins qu'on fait sur papier, mais qui arrivent à parler, qui arrivent à interagir, qui arrivent à faire transmettre de l'émotion. Alors, je le disais, vous avez créé, on va dire ainsi, des personnages, vous avez réalisé une œuvre collective que vous avez bien voulu partager avec nous. On va suivre ça tout de suite. Cela parle, on va dire, de sensibilisation. Toutes ces personnes-là sur nos routes qui sont quelque peu, sinon par moments, inciviques, qui font preuve d'incivisme. Ils ont créé ceci pour vous regarder. On s'y retrouve plutôt très bien, hein, nos réalités et tout. Oui, et c'est un trailer donc de la série Sloppy et Ditto qui est une œuvre que vous avez réalisée de façon collective avec d'autres collègues à vous au détour d'un atelier de formation. C'est exactement cela. Nous avons suivi plusieurs séries de formations dans un centre à Vida qui s'appelle du dessin animé à Vida. Et l'œuvre que vous venez de voir, c'est une restitution en fait des travaux que nous avons eu à mener le long de ces séries de formations. Là, c'est la bande-annonce d'une série que nous envisageons faire. J'ai été scénariste et assistant réalisateur sur ce projet. Et actuellement, il y a pas mal d'épisodes qui sont déjà écrits, certains qui sont réalisés et d'autres, on espère pouvoir les faire bientôt. Mais alors, cela m'amène à vous poser une question. Est-ce qu'il y a une école de formation aujourd'hui pour devenir réalisateur de films d'animation? À ma connaissance, école de formation, je ne pense pas, mais je sais qu'il y a des modules de formation qui existent. Il y a des associations qui essaient de faire des formations. Par exemple, c'est une association française qui était porteur de ce projet, dont j'ai pu bénéficier avec des amis et qui a abouti à ce résultat.
Et vos formations, sinon vos virées, vos randonnées vous ont emmené jusqu'en Afrique du Sud. Oui, c'est exact. L'année passée, j'ai pu quand même représenter ce centre avec le projet Le Parcours, qui est un projet de film d'animation de 7 minutes que j'avais eu à réaliser et qui a été sélectionné pour le programme Talent d'Urban en Afrique du Sud l'année passée. C'était une très belle expérience. J'ai pu rencontrer des gens du domaine. J'ai eu un mentor qui m'a coaché sur le projet. Et c'est un projet qui sera aussi réalisé bientôt si les moyens sont vraiment mobilisés pour. Alors, dites-nous comment on crée un film d'animation, le processus. D'accord. Alors, pour faire déjà un film, déjà en prise de vue réelle, il faut déjà partir d'une idée et avoir un scénario. C'est le même principe initial aussi en matière de cinéma d'animation, de dessin animé. Après avoir écrit le scénario, on va créer les personnages et l'univers dans lequel ils vont évoluer. L'équipe qui travaille là-dessus doit s'entendre sur comment le personnage sera présenté, comment le décor sera présenté, avant qu'on entame vraiment avant qu'on ne suive dans le processus de réalisation. Une fois les personnages créés, nous allons faire ce que nous appelons un storyboard. En fait, c'est la bande dessinée du dessin animé. Quand on parle de bande dessinée, c'est des dessins sur papier. Donc, ce travail sera fait. On va inviter des comédiens qui vont prêter leur voix pour dire les tests. Et après ce moment, nous allons faire maintenant l'animation. L'animation, c'est l'étape essentielle où on va donner vie maintenant au personnage en suivant les indications qui sont données déjà au storyboard, à l'animatique et au layout. C'est des thèmes techniques. Absolument, vraiment techniques. Alors, Mylène, on va suivre à présent cet extrait. Ça parle de conversation entre l'Egba et la croix, entre Jésus, donc on va le dire ainsi, c'est symbolisé par la croix, et le Legba, le Tolegba, donc bien sûr de notre tradition. Et c'est un extrait que vous avez réalisé pour un documentaire de Gildas Dossou, le documentaire qui a pour nom Elegbara, qui traite du Legba, et vous lui avez proposé une séquence. Regardez. Que je vois là? C'est bien moi, mon frère. En bois et en pointe d'acier. Alors, comment vas-tu? Je vais super bien, cher ami. Qu'est-ce qui te fait glisser sous ce chaud soleil comme les fétiches de Karaba la sorcière poursuivant Kirikou là? Elle est bonne celle-là. Je vais au culte. Tu sais bien que les humains ont besoin de nous. Il faut que j'aille recevoir leurs prières du jour pour les transmettre à Dieu le Père. Et toi? Toujours immobile comme les pyramides d'Égypte dans Papyrus? Oh oui, moi aussi j'attends les miens ici au Cannes pour faire exactement comme toi. Team auxiliaire de Dieu. Yes! Dommage que les humains ne le voient pas de cet œil. Les tiens disent que je suis venu t'arracher ta place et les miens te confondent au Satan puis disent que t'es l'incarnation même du mal. Oui, en effet. Mais reconnaissons que je suis beaucoup plus diabolisé même si c'est eux qui m'ont vu naître. Tellement bafoué qu'on sent même ignorer ma valeur ancestrale. Évidemment, ils comprendront un jour que nous sommes tous des auxiliaires de Dieu. Ils vont en souffrir, mais ils ne peuvent rien faire. Bon dimanche à toi, cher ami. Merci, cher ami. Bon dimanche à toi aussi. Allez, voilà, c'est donc cet extrait qui, on va dire quoi, nous renseigne plus sur la tolérance religieuse. C'est exactement ça, c'est de cela que parle en gros le documentaire de Gildas Dossou, qui parle du Legba, de la manière dont nous, Béninois, qui ne sommes pas forcément adeptes de du culte vaudou, du regard que nous pouvons porter là-dessus, qui est peut-être biaisé. Alors dites-nous, pour réaliser un film d'animation, est-ce que ce n'est pas laborieux? Est-ce que ça ne prend pas du temps? Ça prend énormément de temps et c'est vraiment gourmand en ressources humaines. Parce que il y a plusieurs métiers qui entrent dans la réalisation d'un film d'animation. Et seul, on n'est pas habilité à avoir toutes ces aptitudes-là. Et toutes les étapes dans la réalisation d'un film d'animation prennent vraiment un temps conséquent. Donc, en fonction de la durée du film et en fonction du nombre de personnes qu'il y a là-dessus, on va pouvoir déterminer si le film sera vraiment long ou pas. Est-ce qu'il ne faut pas avoir l'imagination très poussée pour pouvoir le faire se mettre dans ce domaine? Bien sûr, il faut avoir... Oui. Bien sûr, il faut avoir vraiment une imagination débordante, mais ça part déjà du travail fait au niveau du scénario. On peut être animateur de dessin, ne pas être scénariste, par exemple. Mais on doit pouvoir donner, restituer exactement la pensée de l'auteur
dans l'œuvre que nous sommes amenés à animer. Alors, c'est pourquoi vous êtes mis en association, n'est-ce pas, pour Tout à pouvoir promouvoir le film d'animation au Bénin qui n'est pas encore très développé. Bien très sûr. rapidement pour finir. Bien sûr, nous avons mis en place l'association des cinéastes de l'image animée du Bénin, dont le but est de révéler tout ce qui se fait au Bénin dans la sous-région ouest africaine en matière de films d'animation. Parce qu'aux dernières rencontres africaines du film d'animation, dans le cadre du FESPACO en 2019, nous avons rencontré plusieurs acteurs du domaine du film d'animation qui font des contenus mais qui ne sont pas mis en avant, des contenus qui parlent de nos réalités ici en Afrique. Je pense que c'est de ça que nous, nos autres frères, ont vraiment besoin pour ne pas continuer à se faire influencer par les productions venues d'ailleurs qui parlent de nos réalités mais vues par d'autres yeux. Mylène, non, Odilon Assou, profession scénariste et réalisateur de films d'animation, il était sur le rendez-vous de midi. Merci à toi. Tout le plaisir était pour moi. Alors, Odilon Assou, c'est bien ça? C'est ça. Vous restez avec nous. On parle réalité virtuelle. Notre testeuse maison est en quelque sorte allée à la source. Elle a testé la réalité virtuelle pour nous. Vous allez la noter puisque c'est votre domaine. C'est un peu mon domaine. Oui, mais vous vous retrouvez, vous allez Un mieux domaine vous apparenté retrouver que nous. au vôtre. Apparenté, même si ce n'est pas exactement la même chose. Mais... D'accord. On retrouve Rebecca Kendjang dont j'ai testé pour vous. Aujourd'hui, nous vous amenons dans une salle de jeu pour tester ensemble un casque de réalité virtuelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. Alors, un casque de réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? On vous dit tout aujourd'hui. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, ça va. Alors, un casque de réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Un casque de réalité virtuelle, c'est une technologie moderne et nouvelle de jeux vidéo qui permet aux joueurs, aux gamers, de faire immersion dans le jeu qu'ils jouent. Ça veut dire quoi? Il a la possibilité de vivre des émotions directement à travers une connexion qui se crée entre lui et le jeu à travers le casque de réalité virtuelle. Alors, quels sont les types de jeux qui sont inscrits au niveau de ce casque-là? Il y a une panoplie de jeux vidéo aujourd'hui qu'on peut jouer dans la réalité virtuelle. Il y a des jeux d'émotion très fortes, il y a des jeux de guerre, il y a des jeux de combat, il y a des jeux de promenade, de divertissement vraiment très cool, très sain et qui permettent de vivre des émotions différentes. Vous proposez quel jeu pour le test? Je vous propose un jeu d'immersion marine et vous allez rencontrer un gentil requin. Ah, un gentil requin, parce qu'il y a des requins qui sont gentils. Écoutez, allez découvrir. D'accord, bon, on y va. Mais avant, je vais prendre le gel et nous allons désinfecter le casque avant que vous ne l'essayiez. C'est la méthode. Oui, parce que les temps nous obligent à adopter les gestes barrières pour tous nos clients. Vous allez jusqu'au fond. Ok. Prenez le temps de regarder, d'observer tout ce que vous voyez. J'ai en train de descendre. J'ai l'impression que je suis en train de vraiment descendre. C'est ça. Et les voix que j'entends là, c'est quoi? Bon, c'est ceux Qui me fait- dit? c'est ceux qui nous font plonger là qui parlent, c'est ça. Regardez, regardez. Regardez.
N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il est en train de détruire le... Ouais. Là, essayé de rentrer. Ça va? Impressionnant, émouvant. En tout cas, rien ne vaut l'expérience. Je vous recommande vivement le casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire la différence entre le réel et le virtuel. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. C'était Rebecca essayant la réalité virtuelle. Ouais. Ah, Non, mais elle était en plein dedans. Elle Ouais. ne savait pas que... Elle ne pouvait pas faire la différence entre la réalité et puis ce qui se passait là-bas. Oui, lorsque vous mettez le casque, je suis sûr que Odilon ne me dira pas le contraire. Les frontières entre... vous ne percevez plus les frontières entre la réalité et le virtuel. C'est que vous êtes en plein dedans. Vous êtes un peu comme mis dans l'univers de la réalité virtuelle en fait. Donc du coup, ça donne quelques petits frissons. Donc voilà, ouais, c'est assez intéressant comme jeu quand même. Ouais. Odilon Assou? Et bien sûr, je pense que c'est une technologie qui pourrait être vraiment utile pour nous, créateurs de films d'animation, parce que quand elle va vraiment beaucoup se développer ici et qu'on aura vraiment des casques de réalité virtuelle à portée de main, nous, les créateurs, nous pourrons simuler par exemple les scènes qui parlent de l'histoire de notre pays, par exemple, pour pouvoir faire vivre une immersion au public béninois, voilà, dans l'univers de... Les Amazones par exemple. Des Amazones, des combat rois, de Béanzin. Exactement. Donc, je pense que c'est vraiment des pistes que nous devons explorer et c'est grâce au travail de l'animation qu'on pourra arriver aussi à pouvoir proposer à l'avenir des contenus de ce type. Mais ce serait intéressant, hein, se revoir à cette époque, Herman. Oui, ce sera très intéressant. Ça me fait penser à un film, je ne sais pas, que tu as suivi peut-être, Jumanji. Oui. Ah oui, Jumanji, c'était une vraie réalité virtuelle. C'était une vraie réalité virtuelle où voilà, les acteurs étaient incrustés donc, dans cette réalité virtuelle-là. Donc oui, je crois on parle de promotion de notre histoire parce que vraiment, il y a une vraie histoire donc, de notre pays que beaucoup ne maîtrisent pas, malheureusement. Et les cours d'histoire-géographie, oui, peuvent nous aider à restituer une partie de cette histoire, mais rien ne vaut un film. Prenez juste un exemple, ceux qui... Pour prendre l'exemple des religieux, ceux qui ont suivi Jésus de Nazareth, enfin, le film de Jésus de Nazareth, beaucoup aujourd'hui, grâce à ce film-là, ont une idée de ce que dit la Bible. Oui. Même s'ils n'ont pas lu la Bible, ils ont au moins, grâce à ce film, une idée de ce que dit la Bible. Donc c'est aussi ça, lorsque les gens vont suivre des films, les films renseignent plus vite que voilà, les documents, les manuscrits et tout le reste. Donc c'est grâce au cinéma aujourd'hui, certainement, et probablement au film d'animation, qu'on va pouvoir... faire compter au public une partie oubliée peut-être, sinon méconnue encore de notre histoire. Aujourd'hui, vous avez Viola Davis, l'hôpital Nyong'o qui est dans un projet pour raconter l'histoire des Amazones du Dahomey. Voilà de ces genres d'initiatives aujourd'hui qui sont, parce que les Amazones du Dahomey, beaucoup ne maîtrisent pas forcément, alors que c'est une grande partie de notre histoire, c'est une grande partie de notre culture et donc ça passe donc par ce genre d'initiative pour pouvoir faire la promotion de et de les tout ce que enfants nous avons d'ailleurs, comme ils seront très intéressés. oui, quand et on pour faire apprend passer par un quelque message chose qu'on aux aime, enfants, ça- les dessins animés, reste. ça passe plus vite Oui, pour oui. faire passer un message aux enfants. Merci à Rebecca, je pense qu'on va l'essayer aussi. La réalité virtuelle, tu l'as jamais essayé toi? Je l'ai essayé. Déjà essayé. J'ai essayé. Vous, oui? Pareil, Ben, moi, non, pas encore, donc... je vous y encourage. D'accord, merci. Alors, on va venir Oh, avec tous les cris qu'elle aura à faire, on va diffuser ça de cet acteur. On cède la place à Marcel Arrossi. Marcel, bonjour.
Bonjour Mylène, en forme? Je suis très en forme. Très bien, plaisir. Parce qu'on parle de karité ce matin, du beurre de karité, c'est bien ça? Bien sûr, en dehors de la filière coton et d'autres spéculations qui participent bien sûr au rayonnement de l'économie béninoise, il y a encore d'autres filières qui font jusqu'aujourd'hui montre de parents pauvres, mais dont nos enseignants-chercheurs disent juste d'important. Et entre autres filières dont on peut parler, il y a le karité que vous venez d'évoquer. Les scientifiques aussi innovent dans ce domaine, ils font bien des sûr, recherches. Bien sûr, c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence du professeur Césaire Paul Nyanglet, maître de conférence du CAMES, travaillant actuellement à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, agroclimatologue, agroforestier et climatologue, j'y arrive. Oui. Dites-nous, professeur, dites-nous pourquoi bonjour la déjà. filière... Bonjour à vous. Bonjour bien sûr. Pourquoi la filière karité mérite une attention beaucoup plus particulière? Bonjour, chers journalistes. Je suis très heureux que vous m'ayez pris ce matin. Le karité, c'est l'affaire des femmes du nord, du centre. Lorsque vous voyez une femme le matin, la saison commence. Vous la trouvez peut-être à 4h, 5h du matin, elle sort de sa maison, c'est pour aller ramasser les noix de karité. Et elle se fait mordre par le serpent, se fait mordre par les scorpions, et il y en a qui meurent. Vous faites bien de les aborder. Quelles sont les difficultés que rencontre cette filière? Je vous disais, je parle de l'arbre. Parce que tout le monde va ramasser les noix, mais personne ne veut s'occuper de l'arbre. Moi, je me suis occupé de l'arbre. Je suis agroforestier. Je ne suis pas commerçant, je ne suis pas là pour aller ramasser les noix de karité. Mais d'ici à là, dans les 3 prochaines années, vers la retraite, je vais faire du commerce, de l'éthique. Il y a des opportunités en France, en Chine, pour vendre le beurre de karité. Ah bon. Actuellement, ce n'est pas mon affaire. Je m'occupe de l'arbre. Parce que si on n'a pas les ressources, la première ressource, comment c'est ici? Je vous ai dit, j'ai fait un inventaire forestier en 2005 à Guessou-Sud. Il y a 10 arbres qui meurent par hectare et par an. Ah bon. Des arbres que vous ne plantez pas, parce que le karité, son problème, vous savez, quand la graine tombe par terre, il lui faut 15 à 20 ans pour donner le premier fruit. Vous voulez planter, vous, si vous étiez paysan, c'est trop. 15 à 20 ans, les paysans disent, moi, je ne plante pas. Laissez la nature faire son affaire. Je ramasse, je collecte et je vends et c'est terminé. Mais est-ce que la recherche scientifique a pu trouver des moyens de voir déjà les premiers rendements après Forcément. Nous ne sommes pas là pour dormir. On dit, les chercheurs ne trouvent pas. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine? Oui. Ce que j'ai fait là-dessus, oui. J'ai réduit ce temps d'adolescence de 20 ans à 4 ans. À 4 ans. Ouais, et vous pouvez voir. Je vous amène. Où est-ce qu'on peut voir Je vous amène dans le parc à Karité. Oui, à partir de Savet. À partir de Savet. Je l'ai appelé à Karité Savet parce que c'est tout un travail cartographique qui a été fait en 2005 pour identifier 5 parcs à Karité au Bénin. Il y a le parc de Boïcon. Moi, je suis de Boïcon. Je suis heureux qu'il y ait une station synoptique à Boïcon. Mais les Boïconois n'aiment pas le karité, ce n'est pas leur affaire. Donc on peut déjà avoir le karité à partir de Boïcon. De 7 ans. De 7 ans. Au-dessus de Boïcon. À de Didja. Donc il y a le parc de Boïcon, le parc de Savet, le parc de Parakou, le parc de Bebereke et celui de Kani. C'est de vous, hein? Tout ça vient de vous? Oui, c'est moi qui ai identifié ces parcs-là. Vous avez une carte, tout ça là est dessus. Vous avez quelle est la grosseur des arbres, quels sont les problèmes qu'ils ont, tout ça. Et je vous parlais, il y a un frôleur de tronc. Oui. Un frôleur de tronc. C'est un coloptère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer... À l'intérieur? Non, il rentre dans le tronc de l'arbre et il bouffe le cœur de l'arbre. En un an, l'arbre meurt. Un arbre qui doit faire 200 ans, s'il meurt, et vous ne plantez pas. Qu'est-ce qui les invite? Qu'est-ce qui les invite sur les arbres? C'est les effets des changements climatiques. La chaleur, la température qui augmente. Vous y avez pensé aussi? Nous y avons pensé parce que nous avons identifié déjà le forêt. On le connaît. Mais le problème que nous avons, c'est faire les méthodes de lutte. Il faut au moins une dizaine d'années comme ça. Il n'y a pas de pognon, il n'y a pas d'argent. Si vous donnez l'argent... Qui doit fournir cet argent? Oh, l'État, les institutions internationales, je ne sais pas, mais
le gouvernement, si on a l'argent, nous sommes dans les études de recherche, avec l'université, on se met ensemble, avec l'ITEA, on va développer des méthodes de lutte. Les paysans, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les tas de rayons, des vélos moteurs là, et ils poussent ça dans le trou, croyant tuer ce collecteur. Le collecteur a un gros bec comme ça. Là, il tue comme ça. Et lui, il pousse encore plus loin pour aller ravager tout. On On peut dire que cette filière a de beaux jours en perspective. Absolument. Mais il reste à faire. Pourquoi? Parce que le gouvernement a pris les mesures par les corps. Et nous avons déjà du matériel sur le terrain. Très bien, mais il reste à faire. Et tant qu'il reste à faire, on dit rien n'est encore fait. C'est un sujet très intéressant, vous l'aviez dit, c'est l'affaire des femmes, mais également des hommes aussi, parce que les hommes aussi utilisent le beurre de karité, bien sûr. Oui, parce que le terrain, là, appartient aux hommes. Oui, d'accord. Okay. Là où on a le karité, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Mais quand on parle de l'exploitation même, c'est les femmes. C'est les femmes qui vont collecter, transformer, produire et se mettre sur la peau. Et il y a tout ce que vous amenez, vous appelez par exemple les maladies, ça traite plein de maladies. Ok. Marcel, on revient sur ce sujet. Peut-être le temps est un peu insuffisant, on va y revenir, certainement. D'accord. Merci à toi. Professeur, merci. À vous, professeur. Non, je n'ai pas un mot de fin. J'ai un événement très important pour les Béninois. Vous avez un événement sur le karité, c'est ça? Oui, qu'ils appellent Miss Karité. On en parlera prochainement. Très bien, merci beaucoup. Alors, on dessine un peu, on fait du body painting avec Marcel. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que déjà toi, tu sais dessiner. J'ai essayé d'apprendre, mais j'ai pas pu. Est-ce que moi, je suis nulle à ce jeu? Franchement, sûrement qu'on va prendre du temps, mais on finira par l'apprendre. D'accord, on y va, on parle du body painting. Effectivement, on parle du body painting. Il faut dire que le body painting était vu comme une peinture réalisée sur le corps humain pour diverses raisons, soit pour communiquer ou pour passer un message. Mais de plus en plus, les amoureux de la mode ont pris d'assaut ce art-là et font justement du body painting un maquillage. Alors, comment se maquiller à la couleur, je vais dire bien à la forme de body painting et pour quelle raison? Quel est le message qu'on veut véhiculer en optant pour ce type de maquillage? Nous allons le savoir avec notre invité du jour. Il s'agit de monsieur Lionel Atterré. Vous êtes body painting? Je suis body painter, artiste peintre en général, mais spécialisé dans le body painting. Ouais. D'accord. Le masque, vous l'avez descendu à cause du maquillage. Donc, ce serait bien que vous réajustiez votre masque. Ok, oui. D'accord. Mais c'est déjà ça, ce qu'on voit sur votre visage. Oui. En fait, le body painting à la base, c'est justement un style d'art. Et aujourd'hui, le body painting intervient dans la mode. C'est une manière de montrer un peu, de donner un peu de valeur à notre identité culturelle. À travers notre style vestimentaire aujourd'hui, le body painting, ça accompagne carrément le style. Ça accompagne, vous voyez un peu par exemple, je suis habillé en hoodie et il y a des motifs ethniques dedans, donc j'accompagne cet habillement avec mon maquillage ethnique. On peut voir vos mains? Voilà. Ok, d'accord. Et bon, je suis plus sollicité pour les événements de mode également. Il y a des stylistes qui me contactent pour des shootings et tout. Quand ils ont des tenues à mettre en valeur, ils m'appellent et je viens faire le maquillage ethnique. D'accord. Alors, quel est l'effet mode qui est derrière justement le body painting quand nous parlons du maquillage? L'effet mode, c'est... Bon, déjà, aujourd'hui, comme je le dis souvent, l'Afrique se vend. Nous vendons l'Afrique carrément. Et c'est un retour aux différentes... Enfin, un retour à la sauce, je veux dire. Et voilà, les Africains ont compris qu'il faut mettre en valeur notre richesse culturelle. Et les anciennes habitudes d'entretemps, les maquillages ethniques, il faut les ramener. Et voilà, il faut aussi avouer que c'est carrément un art esthétique aussi. Et c'est assez beau à voir, à contempler. Donc, les gens, quand ils voient ça sur d'autres personnes, ils ont envie de faire aussi pour
pour des shootings ou même des fois pour aller à des événements et tout. Ouais. Mais quel est le matériel utilisé ici? Est-ce que c'est aussi de la peinture ou bien, puisque il s'agit du visage, il y a autre chose qu'on utilise, il y a tout autre matériel pour faire ce design? Bon, c'est de la peinture à eau qu'on utilise pour faire parce que c'est purement professionnel. Il y a certains qui utilisent la crème, mais c'est pas bon. C'est plus de la peinture à eau qu'il faut. Et ça se nettoie avec justement de l'eau et du savon. Et bon, c'est un truc qui c'est pas définitif, hein, c'est juste pour une journée et tout, après ça s'efface. Ça n'a pas d'effet sur le corps? Non, ça n'a pas d'effet sur le corps, justement, c'est fait pour ça. Alors, quels sont les différents types de maquillage qu'on peut réaliser à base du body painting quand il s'agit de la mode? Les différents types de maquillage, bon, ça dépend. Comme je l'ai dit, le body painting, c'est un maquillage artistique à la base. Bon, c'est vrai qu'ici en Afrique, moi je spécialise plus dans les motifs ethniques et tout pour mettre un peu en valeur notre richesse culturelle, notre culture derrière. Maintenant, le truc, c'est qu'on peut aussi faire d'autres types de maquillage, par exemple pour maquillage artistique. Ça peut être des couleurs, ça peut être d'autres, je sais pas trop, d'autres motifs ou d'autres dessins. Pour pouvoir, je sais pas, ça dépend un peu du thème dans lequel on veut aller, quoi. Voilà. Okay. Donc, c'est compte tenu du thème que moi je fais le maquillage, on m'appelle pour ça. Si c'est peut-être pour mettre de la couleur et marier des couleurs, on m'appelle aussi, je le fais. Si c'est plus pour aller peut-être dans le sens, je suppose, si c'est peut-être mettre en valeur des tenues qui nous font nous rappeler peut-être des Amazones, des trucs comme ça, on m'appelle et voilà, je travaille. Alors, on sait que quand on se maquille, c'est pas pour rester à la maison. Oui, non, c'est pas pour rester à la maison. Est-ce qu'on peut se rendre avec ce type de maquillage? Le plus souvent, il y a les gens qui le font pour aller à des shillings, il y a des gens qui le font pour aller à des événements de mode. Il y a aussi des agences d'hôtesse qui me sollicitent aussi pour faire des maquillages artistiques à leur hôtesse. Donc, ça dépend, quoi. Ça dépend. Il y a plein d'événements auxquels on peut se rendre avec des maquillages artistiques. Cela dépend du thème de l'événement ou de ce que le client désire. Alors, tout à l'heure, Mélène disait est-ce qu'on peut se faire ce maquillage soi-même? Parce que vous savez, aujourd'hui, le maquillage ordinaire que nous connaissons, le make-up, les femmes ont leur instrument on le fait et à tout la le monde maison. le fait. Ouais. Est-ce que le body painting aussi, on peut le faire chez soi? Bien sûr, on peut le faire. Maintenant, il faut savoir, le problème avec le body painting, c'est qu'il faut savoir comment dessiner. Ouais, parce que c'est un art, justement. Oui. Donc, il faut savoir dessiner avant de pouvoir, parce qu'on peut avoir le matériel, mais ne pas savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut reproduire. Déjà, ne pas savoir reproduire. Donc, il faut déjà maîtriser le dessin avant de faire le body painting ou le maquillage artistique. D'accord. Quels sont les différents instruments qu'il faut avoir? Tout à l'heure, vous avez parlé de la peinture à eau. Oui. En dehors de la peinture à eau, qu'est-ce qu'il faut avoir pour réaliser ces dessins-là? Bon, ça dépend. Il y a justement les make-up artistes qui utilisent, ils ont du matériel pour ça. Enfin, ils utilisent des fards ou des trucs pour faire aussi les maquillages artistiques. Mais ce qui est plus adapté, c'est comme je l'ai dit, c'est de la peinture, mais sous différentes formes. Il y a des palettes qu'on utilise, des palettes de peinture à eau qu'on utilise avec des pinceaux et tout pour faire le maquillage. Il y a aussi des feutres, des marqueurs et tout pour le faire. Donc, voilà, mais est-ce qu'au Bénin, le concept est accepté? Est-ce qu'il a évolué? Où en sommes-nous? Je pense qu'il a évolué. Au départ, c'était un peu, c'était nouveau, les gens voyaient ça d'un autre œil, je vais dire. Et vous savez, on est au Bénin et tout ce qui est, les gens ont peur quand même de tout ce qui est mystique, tout ça. Donc quand ils voient des maquillages ethniques et tout, ils ont peur, ils croient que c'est peut-être des pratiques vaudou. Alors que ça n'a rien à voir, c'est carrément, c'est revenu à la mode aujourd'hui, c'est juste pour mettre en valeur notre identité culturelle. Et bon, si nous devons partir dans un concept afro-futuriste, c'est carrément louable justement de ramener cette touche ethnique au 21e siècle aujourd'hui. Oui, vous l'avez déjà dit, ramener cette touche ethnique au 21e siècle. D'ailleurs, ça nous permet de promouvoir plus le made in Bénin, c'est-à-dire le consommation local. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces fans, ces téléspectateurs qui nous suivent et qui ont envie... Ces hommes aussi, Oui, les hommes aussi, parce qu'il y a justement, parce que je suis un homme et je l'ai fait. Justement, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les inviter plus, ou les inciter à adopter le maquillage ethnique? Je dirais que c'est carrément un combat pour moi aujourd'hui de ramener cette habitude au niveau des Béninois ou des Africains.
Donc, ce que moi je peux leur dire déjà, c'est, vous voyez, tout le monde fait comme vous l'avez dit, le maquillage normal, le make-up aujourd'hui. Ce serait quand même bien si on peut aussi ramener cette habitude d'avoir une touche ethnique sur le visage ou sur son bras ou sur sa main pour sortir et tout et mettre en valeur notre culture. Et par là aussi, on peut ramener justement les gens de l'étranger ou d'ailleurs à faire comme nous, à nous suivre dans le mouvement, quoi. Il faut qu'on amène les autres à consommer aussi notre mode. Il faut qu'on amène notre make-up made in Benin. Justement, ailleurs. Voilà. Il faut qu'on l'exporte. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Lionel Atterré. Je rappelle que vous êtes body painter. Body painter, oui. Voilà, artiste aussi. Merci pour votre passage. Oui, Mylène, c'est vrai, on n'a pas appris à faire le dessin aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans les coulisses, si vous voulez mieux ça. Vous m'attendez, je finis et je vous rejoins. Il n'y a pas de souci, je vous attends. On embarque pour une nouvelle destination avec Bruno Soali. On va à Diakotomé ce midi. Bruno Soali, bonjour. Bonjour Mylène, je salue les téléspectateurs, très heureux d'être une fois encore avec vous ce midi pour donc, je dirais, boucler la semaine. Bruno qui aime bien, qui affectionne particulièrement sa veste ou ce style plutôt. Est-ce que je l'affectionne? Peut-être. Mais tu t'y sens bien. Très bien d'ailleurs. Et monde qui nous a rejoint. Oui, c'est un plaisir d'avoir Bruno. Donc on sait qu'on va voyager, on sait qu'on va découvrir des réalités de notre pays que nous ne maîtrisons pas toujours. Et tu es d'ailleurs là parce que tu as des anecdotes pour nous, n'est-ce pas? Sait-on jamais. J'ai toujours bien des anecdotes dans mon sac. Oui, nous on va à Diakotomé. Oui, aujourd'hui je vous amène dans le département du Koufo. Nous irons, je dirais plus précisément, à 138 km de la ville de Cotonou, dans la commune de Diakotomé. Voilà, donc Diakotomé, c'est dans le département du Koufo. Vous avez également d'autres communes comme Lalo, Toviklin, Koulekamé, Dobo et Aplahoué également, pourquoi pas. Mais nous allons rester campés aujourd'hui sur ce beau département, ou cette belle commune, j'allais dire, de Diakotomé, qui est situé du côté nord, qui est limité au nord par Aplahoué, au sud par Dobo, donc à l'est par Toviklin et Koulekamé, et à l'ouest par le Togo voisin, qui est voilà, juste à côté pour les populations qui aiment bien, je dirais, les voyages vers d'autres pays, et l'exode aussi, pourquoi pas. Nous allons partir avec cette vidéo, découvrir la commune de Diakotomé, et on revient juste après pour parler des spécificités de cette commune. Aujourd'hui, c'est la commune de Diakotomé qui est à l'honneur. La commune de Diakotomé, se situant dans le département du Koufo, est limitée au nord par la commune d'Aplahoué et Koulekamé, au sud par la commune de Dobo-Tota, à l'est par la commune de Toviklin et Koulekamé et à l'ouest par la République du Togo. Elle s'étend sur une superficie de 325 km². Le climat est de type subéquatorial et est caractérisé par la succession annuelle de 4 saisons. 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses en alternance, c'est-à-dire une grande saison pluvieuse de mars à juillet, une petite saison sèche de juillet à août, une petite saison pluvieuse d'août à novembre, une grande saison sèche de novembre à mars. Diakotomé est une commune située essentiellement sur un plateau de terre de Bar. Il n'y a plus nulle part à Diakotomé de grands ruminants tels qu'on y rencontrait autrefois. Le fleuve Mono s'étend sur 19 km environ. La végétation est couverte de savanes arborées et arbustives sèches, jonchées de palmiers à huile spontanée. La commune de Diakotomé est composée de 10 arrondissements. Diakotomé 1, Diakotomé 2, Adjentimé, Betoumé, Gohomé, Ouégamé, Kenkenhoué, Kokohoué, Poba, Sokouhoué. Ces arrondissements sont composés de 13 quartiers et 59 villages. Les populations de Diakotomé sont appelées des Adja, originaires de Yor au Nigeria. Les ethnies les plus dominantes sont Adja,
98,5%, Fon 0,7%, Yoruba 0,1%, autres 0,6%. Les religions les plus dominantes sont traditionnelles 65,4%, catholiques 7,5%, protestantes 2,7%, musulmanes 0,7%, autres 23,7%. Dans l'ensemble de la commune, l'agriculture est pratiquée par les hommes et les femmes. Les principales productions agricoles de la commune sont par ordre d'importance le maïs, l'arachide, le manioc, le niébé, le coton et le palmier à huile. Les principales productions animales sont les volailles, les ovins, les caprins, les porcins et les bovins. De retour de ce voyage avec assurance que vous pouvez désormais prononcer quelques mots en Aga, nous vous disons Akenomi. Et voilà, vous avez compris, Mylène, pour exécuter donc les rythmes traditionnels du Diakotomé, il faut manger beaucoup de pâtes, il faut être assez flexible et il faut avoir beaucoup de force parce que quand vous finissez de danser, vous pouvez, c'est une véritable, c'est de la débauche d'énergie. On va rester avec cette commune et parler de ses particularités. Déjà dire que c'est une commune qui est peu touristique, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas une destination prisée par la plupart des touristes parce qu'il y a très peu de sites touristiques, à part le palais royal de Kekenhue. Il y a également les sites touristiques de Pogba. Je pense que je prononce bien, j'espère. Ou Pogba, Herman? Ouais, tu t'en sors pas mal. Aux abords du fleuve Mono, donc parce que oui, c'est aussi ça le réseau hydrographique de la commune de Diakotomé, c'est que le fleuve Mono qui traverse en partie surtout la partie ouest de Diakotomé. Donc c'est une commune qui bénéficie, je dirais, des services, si on peut dire ça comme ça, du fleuve Mono. Et également dit qu'au niveau de la population globalement, les principales sources de revenus ou les activités, on va dire même commerciales aussi, c'est que les populations s'investissent beaucoup dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, le transport, le commerce. Alors au niveau de l'agriculture, c'est une commune un peu spéciale parce que c'est une commune où la participation des femmes ou l'implication des femmes dans les activités agricoles, c'est au-dessus de la moyenne des autres régions du pays. Donc, c'est une commune où quand vous êtes femme, vous ferez mieux de ne pas croire que vous êtes faite pour le foyer ou que vous êtes faite pour le salon. Vous êtes vraiment faite pour accompagner les hommes dans les activités agricoles. Ensuite, elles sont vraiment impliquées dans la mesure, non seulement au moment de cultiver, elles sont présentes, c'est-à-dire en nombre massif, mais aussi après les récoltes pour l'écoulement des produits au niveau des marchés qui sont dans les environs de Diakotomé. Ce sont encore les femmes qui sont impliquées. Donc, si on va prendre globalement l'agriculture de la commune de Diakotomé, on va dire que on pourrait même donner plus de la moyenne aux femmes comparé aux hommes parce qu'elles sont là au moment de la culture, comme je l'ai dit, mais dans l'écoulement des produits. Et les hommes, ils sont de quel côté? Ils font quoi, les hommes? Ils sont dans ils cultivent, mais après, au niveau de l'écoulement des produits et même la transformation des produits parce que c'est une région où on produit beaucoup de manioc. Vous convenez avec moi que dans la transformation du manioc en gari, en tapioca, etc., vous n'aurez pas, il n'y a pas la participation. On nous dit que le bon manioc vient de là-bas. Voilà, vous n'aurez pas la participation forte des hommes, mais donc à ce niveau-là, ce sont les femmes. Donc dans la transformation, dans l'écoulement des produits, dans aussi la culture, c'est que les femmes sont sur toute la chaîne agricole dans la commune de Diakotomé. Donc c'est des femmes qui sont vraiment braves. Donc messieurs, je ne sais pas, lorsque vous avez une femme de Diakotomé et que vous êtes cultivateur, vous pouvez être heureux, Herman, vous pouvez dormir tranquille parce que vous avez de la main-d'œuvre
une compagnie. Et de la main-d'œuvre à la maison. De la main-d'œuvre aussi, voilà, on va dire ça comme ça. Mais comme je l'ai dit, c'est une ville peu touristique et c'est aussi un défi, on l'a dit la dernière fois pour Segbana. Il y a de ces communes-là où, du point de vue touristique, il n'y a pas des sites qui sont assez attrayants, il n'y a pas de véritables monuments pour constituer des attraits aux touristes. Maintenant, la culture de Diakotomé, je vais en finir là, c'est une culture assez riche, assez variée. Pourquoi? Parce que au fil du temps, la culture à Diakotomé a été, je dirais, diversifiée parce que c'est une commune qui s'est ouverte à d'autres cultures et qui a accepté même la transformation. Donc, on parle de les rites, les danses et autres, les rites culturels ont connu beaucoup de transformations. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés figés dans le temps, donc les choses ont évolué là-bas à ce niveau. Donc, du point de vue culturel, les gens de Diakotomé, ils sont très ouverts. C'est vrai que quand on parle ethnie, les Adja dominent vraiment, ils sont à 98%, ils constituent 98% de la population, vous imaginez. Vous avez 0,7% seulement les fonds. Donc, c'est purement des Adja, on va dire ça comme ça. Mais ils acceptent, je dirais, la diversification de leur culture. Donc, au niveau de la danse, au niveau du mariage, des rites concernant la sortie des enfants, la circoncision, tout ça. Donc, c'est une commune vraiment ouverte aujourd'hui qu'on peut quand même visiter, même s'il n'y a pas des sites qui sont attrayants. Mais il y a une population chaleureuse qui vous y attend, des gens très accueillants, qui sont très gentils. Et surtout, il y a de très bons plats là-bas, typiquement africains, c'est-à-dire des plats qui conditionnent votre physique. Comme quoi? Herman vous le dira, des plats qui conditionnent vraiment le physique. Et Herman après, c'est que je ne suis pas resté dans la région, mais bon, j'en connais beaucoup qui sont de cette région. Lorsque vous voyez ceux-là qui sont de cette localité de notre pays, c'est des gens qui physiquement sont quand même bien bâtis, qui sont trapus, et donc voilà, la légende raconte que c'est du fait de leur alimentation qui est vraiment riche en glucides. Et lorsque vous voyez la consistance de ce que nous appelons notre pâte de maïs par ici, c'est que la teneur en farine de maïs est vraiment très élevée. Oui. Et donc, voilà, lorsque vous faites, comme on le voit ici sous nos cieux, sinon en milieu urbain où la pâte s'assimile parfois à de la bouillie, où la pâte elle est vraiment légère, elle est molle, elle est vraiment diluée. Les gens de cette localité vous diront non mais écoute, ne me sers pas de la bouillie, sers-moi de la pâte. La pâte c'est la pâte. Et donc voilà, c'est ce qui, la légende raconte donc que c'est ce qui favorise un peu leurs conditions physiques assez impressionnantes, sinon leur allure, je veux dire, assez impressionnante. C'est rare de voir quelqu'un de cette localité qui soit frêle, qui soit gringalé, comme moi. Comme Bruno. C'est pas évident. C'est pas vraiment très évident. Et les femmes aussi, elles sont souvent. Oui, elles sont souvent bien, et voilà, il y a cette sorte de solidarité qui les caractérise lorsque vous les rencontrez dans un milieu donné. Très rapidement, on les reconnaît et puis bon voilà, c'est la bonne ambiance. Les anecdotes, tu en as pour nous? Je préfère les partager à neuf. Bruno? Non, c'est bon, ça va. C'est tout pour Diakotomé? Diakotomé, visitez Diakotomé. Ouais, je vais essayer de faire une immersion là-bas. Mangez-y la bonne pâte, mangez-y le com. Ça vous fera du bien. Ça me fera vraiment du bien. Alors, merci à vous pour l'attention. Merci à toute l'équipe du rendez-vous de midi. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.